Voilà, donc on a eu un entretien, Claire, avec Giovanna Marsico pour lancer la série des entretiens, qui est membre du COGOV, de la Convention citoyenne de la fin de vie, je ne t'apprends rien, qui est directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, donc depuis presque 2 ans. L'entretien portait sur les soins palliatifs et là, on te reçoit, on te remercie beaucoup, Claire. Tu es aussi membre du COGOV de la CCFV et Martial fera une présentation de toi juste après. Alors, je rappelle les modalités de fonctionnement. Ce qu'on a prévu, c'est 1 heure de dialogue avec une intervention de ta part de 10 à 15 minutes au début et ensuite les questions de nos collègues. L'idée, c'est qu'on aborde les questions autour de la démocratie participative, la convention citoyenne, l'engagement des citoyennes et des citoyens. Je fais particulièrement large comme on a puisqu'on a préparé l'entretien pour que tu lances en fait le débat. Et puis de toute façon, on arrivera bien chacun et chacune à poser les questions qui nous intéressent autour de ces questions-là. Voilà, Martial et moi, on prendra les questions des personnes, de nos collègues qui veulent poser leurs questions. Vous pouvez utiliser le chat si vous ne voulez pas prendre la parole. Martial veillera au grain là-dessus. Et puis, sinon, vous pouvez bien sûr intervenir pour poser vos questions. L'idée, c'est d'avoir des questions plutôt courtes pour qu'on laisse plutôt la parole, bien sûr, à Claire. Donc, je le redis, c'est enregistré. Donc, attention, si vous ne voulez pas apparaître, coupez vos caméras. Martial, je te passe la parole pour, si tu veux bien présenter Claire, s'il te plaît. Absolument. Et je réinvite toutes et tous à couper les micros aussi pour éviter les interférences sonores pendant l'échange. Présentation courte, Claire, j'espère que je dirai pas de bêtises, hein. Et puis en fait, ça vient aussi justifier les échanges qu'on va pouvoir avoir ce soir, mais tu as été délégué général d'AnimaFac, donc un des principaux réseaux associatifs français qui rassemble, alors j'ai même plus le nom, mais un très grand nombre d'associations en France, des assos de campus, donc réseau étudiant. Tu es devenu, depuis avril 2021, tu es devenu présidente du mouvement associatif qui rassemble plus de 700 000 associations dans différents champs d'activité, le sport, la culture, l'éducation populaire, solidarité, les champs sociaux, environnement, etc. Afin d'aider à rassembler et à développer la vie associative en France. Tu es aussi spécialiste des questions d'engagement. C'est un sujet que tu as travaillé lors d'un doctorat de sociologie et autour d'une thèse et qui est aussi le sujet d'un livre qui vient de sortir, qui est sur l'engagement étudiant, qui s'appelle «L'engagement étudiant dans un monde d'individualisation, construction identitaire et parcours politique». Tu sièges aussi dans un certain nombre de comités et conseils qui ont attrait notamment aux questions d'engagement jeune dans l'agence du service civique ou par exemple aussi à l'Institut français du monde associatif. Donc globalement, et puis c'est aussi à ce titre-là que tu sièges au CESE, ce qui t'a amené à venir présider le comité de gouvernance de notre convention au titre, donc tu es au CESE membre au titre de représentante de la vie associative, donc désigné par le mouvement associatif, sur la mandature 2021-2026. Donc tu fais partie du groupe des associations et tu as essayé en particulier, tu es membre d'une commission économie-finance, délégation aux droits des femmes et à l'égalité, et aussi tu as été présidente de la commission temporaire sur les questions de participation démocratique. Donc ça pose tout un tas de sujets qu'on va pouvoir discuter ce soir sur l'engagement et la démocratie, sur laquelle on va pouvoir te laisser la parole maintenant. Tout un programme, quoi. Ok, ben merci de m'avoir invité à échanger avec vous ce soir. Alors c'est un peu bizarre cet exercice parce que d'habitude je parle beaucoup de la convention, mais du coup je parle à des gens qui ne l'ont pas vécu. Vous, c'est un peu différent puisque vous l'avez quand même carrément vécu en direct. Mais je peux quand même vous raconter peut-être un peu deux, trois éléments que vous n'avez pas forcément en tête et dont vous n'avez pas forcément eu connaissance et que je raconte assez souvent parce que je trouve qu'ils illustrent bien
voilà la force de cette convention et les enseignements que je pourrais vous partager ensuite. Je sais pas si vous savez, mais alors déjà, moi, je me suis retrouvée à présider le comité de gouvernance. Je l'ai su 6 jours avant. Enfin, je sais pas si vous aviez ça en tête, mais j'ai été désignée. Enfin, j'exagère un peu, mais je crois que j'ai été désignée le 19 ou le 20 septembre, ou peut-être le 22 septembre, je sais pas très bien. Et on s'est réunis pour la première fois le 29 septembre. Donc c'était pas du tout prévu. J'avais pas du tout prévu de faire ça. Et je sais pas si vous l'avez en tête, mais Thierry Baudet, qui aurait normalement dû présider là, ce comité de gouvernance, comme il avait pris position sur la fin de vie au titre de la mutualité française, il a choisi de se déporter. Et il cherchait plutôt un vieux sage pour présider ce COGOUV. C'est son profil. Il cherchait un vieux sage, quelqu'un d'incontestable sur le plan, sur le fond ou sur la forme, l'un ou l'autre. Enfin, c'était un peu ça, ce qu'il cherchait. Mais sauf que c'est pas si simple parce que dès lors qu'on exclut les gens qui ont pris position, ceux dont l'organisation a pris position, ceux qui sont bizarres, je dis pas que je suis pas bizarre, mais en tout cas bizarre au point de ne pas pouvoir animer un collectif, ceux qui veulent pas, enfin bref, et en fait à la fin c'est pas si simple. Donc bon, bref, ça finit par tomber sur moi. Et j'avoue que au début, j'avais dit non quand même, il faut que vous le sachiez. Quelques jours avant de dire oui, j'ai dit non. Et finalement, j'ai dit oui. Et je pense que c'était sans doute la meilleure décision que j'ai pu prendre parce que ça a été, enfin, vous l'avez vécu vous, mais même de mon point de vue et du point de vue du COGOUV, ça a été un truc de fou, quoi, de vivre cette convention. C'était assez fort. Et donc, du coup, on débarque pour la première réunion du COGOUV le 29 septembre. Et là, alors là, moi, je me dis, oh là là, dans quoi je me suis embarquée, j'ai que des stars en face de moi, je vais jamais, enfin bon, j'étais un peu en panique, quoi, pour dire les choses. Mais bon, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour pas que ça se voie. Et puis, en fait, très vite, on a dû prendre des décisions. Mais sauf que du coup, et je sais que ça va être retransmis, donc je devrais pas dire ça, mais on prend des décisions en sachant enfin, en étant sûr de rien, enfin, je sais pas comment dire, il y a un moment, on n'est pas. Là, si je devais représider un COGOUV, il y a plein de choses que j'aurais en tête, et c'est sans doute pour ça qu'il faudrait pas que je le fasse, d'ailleurs. Enfin, je sais pas. Mais bon, voilà. Donc, on arrive, et c'est un peu, bon, bah, voilà. Alors, du coup, on a un calendrier qui est celui-ci, parce que bah, il faut faire un tirage au sort, et donc, on a au moins un mois pour le faire. Enfin, on a besoin d'au moins un mois pour le faire. Et il faut qu'on finisse fin mars. Donc, en gros, bah, comme on est fin septembre, on va commencer plutôt début décembre, on n'arrivera pas à commencer avant, et puis bah, on doit finir au plus tard fin mars. Voilà. Et puis bon, bah, on a quand même quelques retours de la Convention climat, heureusement. On avait cette fameuse Bible de la Convention climat. Donc on sait qu'il y a des écueils à éviter. Bon, mais après, c'est pas le même sujet, c'est pas le même format, c'est pas la même gouvernance. Donc, en même temps, il faut aussi qu'on invente quelque chose. Et donc parmi les premiers trucs qu'on a dû décider, c'est les critères. C'est combien de citoyens. Selon quels critères? Ça, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça. Alors, si c'est le cas, pardon, je me répète un peu. Mais... Et donc, du coup, bah, combien de citoyens? On s'est dit, bon, bah, 150, c'est le minimum, puisque la Convention climat, c'était 150. Donc, il nous en faut 150. Bon, certains voulaient 500. Alors, évidemment, là, logistiquement et financièrement, c'était pas plus du tout possible. Mais, et vraiment, enfin, ça vous montre à quel point 30 d'entre vous auraient pu ne pas être là, parce que c'est au fil de la discussion qu'on se dit, ouais, mais attendez, quand même, on veut pas, contrairement à la Convention climat, on veut pas de liste d'attente, quoi. On veut pas que des gens arrivent en cours de route. Donc, on veut s'assurer que ceux qui terminent aient commencé. Et donc, du coup, bah, comme la seule expérience qu'on avait, les retours qu'on avait, c'était qu'on en perdait, enfin, on perdait les citoyens au fil de l'eau, parce que le calendrier étant ce qu'il est, la vie des uns et des autres étant ce qu'elle est, c'était inévitable. Et donc, du coup, on dit, OK, bon, bah, on va en tirer au sort 170. Mais là, je ne sais pas si vous reprenez la communication de l'époque, on communique sur des chiffres qui ne sont jamais les mêmes, en fait. On dit 150, 170, on ne sait pas très bien. Enfin, ça montre à quel point tout ça était humain. Eric, est-ce que tu peux couper ton micro? Merci. Du coup, voilà, donc c'était un peu... Enfin, il y avait ce côté... on avance un peu, on tâtonne, quoi. Et puis, du coup, on se dit, bon, on va en avoir 170. Donc, c'était le chiffre. Et moi, je me retrouve à faire LCP le 8 décembre, la veille. Et là, on me dit, mais il y en a combien? Et en fait, vous étiez pas 170, vous étiez 185. Pourquoi? Parce que Harris Interactive, en charge du tirage au sort, nous dit, non, mais entre le 2 et le 9, enfin, vous allez forcément en perdre. Et comme on veut arrêter les contrats
enfin, je sais pas très bien les chartes, etc., le 2, par sécurité, il faut que vous en ayez 15 de plus pour être sûr d'en avoir 170 le 9 décembre. Et donc, nous, on dit oui, 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 oui. Et puis, en fait, bah, vous voyez ce qui s'est passé, quoi. Vous étiez 185 le 9 et vous étiez, vous êtes 184 maintenant, enfin, vous étiez 184 le 3 avril. Et ça, j'aime bien raconter cette anecdote parce que pour moi, elle dit deux choses qui sont assez, assez importante en fait dans ce que c'est cette convention, enfin, dans ce que je retiens de cette convention. Elle dit d'une part qu'en fait les gens sont beaucoup plus engagés qu'on ne le croit et que du coup, enfin beaucoup plus engagés, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus déterminés. Voilà. Je ne sais pas ce que vous faisiez avant. Enfin, certains d'entre vous, je sais, mais je ne sais pas ce que vous faisiez tous avant. Je ne sais pas très bien si vous alliez voter. Je ne sais pas si vous votez maintenant. Je ne sais pas s'il n'y a pas des. Enfin, je ne sais pas en fait. On ne sait rien de tout ça. Mais il s'avère que vous êtes tous et toutes venus et vous avez toutes et tous joué le jeu de cet exercice de manière remarquable. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Et donc, ça montre quand même que, un, il y a de l'espoir. Moi, je le raconte toujours comme ça. Je dis, il y a énormément d'espoir, plus qu'on ne le croit. Et deux, en fait, il y a des solutions, quoi. Donc, il y a des outils qui existent, qui sont profondément imparfaits, et ça, on pourra revenir là-dessus si vous voulez. Mais il y a des outils qui existent et qui sont très, très opérants en termes de participation citoyenne. Donc ça, c'est le premier truc, c'est la première raison pour laquelle je raconte cette anecdote. Et la deuxième raison pour laquelle je raconte cette anecdote, c'est pour vous montrer à quel point tout ça s'est joué à rien. Vous auriez pu être 32 mois, vous auriez pu être 20 de plus. Tout ça s'est joué dans une discussion où on était 14, on était un peu conseillés parce que forcément, il y avait la direction de la participation citoyenne, etc. Et puis, on avait des retours d'expérience, donc on était ouvert. Mais on a décidé une demi-heure avant la fin que finalement, on allait en tirer au sort 170 et pas 150, etc., etc. Et en fait, je ne dis pas que tout ça, que ça a été le cas pendant toute la convention, mais le nombre de décisions qu'on a prises parce qu'on a décidé de suivre notre instinct d'une certaine manière et parce qu'on s'est fait confiance et on a cheminé ensemble sans avoir des certitudes. Par exemple, il y a un point où moi j'avais une certitude et je l'ai défendu jusqu'au bout au sein du COGOV et je vous le partagerai après. Je vous le partagerai après. Enfin, il y a deux points, je vous les partagerai après, mais finalement, il n'y en a pas eu beaucoup d'autres en fait. On avait des certitudes très fortes et je raconte ça parce que tu le disais, Martial, moi, ça m'arrive de présider plein de trucs maintenant. Et assez souvent, je sais très bien où je veux aller, en fait, quand je commence. Parce que je maîtrise le truc, je maîtrise le sujet. Et donc, je ne dis pas que ça arrive toujours, mais je sais à peu près quand même quel est le chemin que je veux emprunter pour arriver à quel, euh, à quel objectif, quoi, quel but. Là, c'était pas du tout ça. Et donc, ça avait un côté très vertigineux et en même temps super puissant quoi, en matière de construction collective. Et c'est ce qui m'a fait dire ça, plus un nombre d'épisodes que je ne vais pas vous raconter parce que vous les avez vécus, mais c'est ce qui m'a fait dire à la fin, à la conclusion de la convention, et ce que je répète encore assez souvent, c'est que parce que c'est démocratique, enfin, c'est une matière organique, et donc pour cette raison, on ne peut pas tout anticiper. C'est impossible. C'est impossible. Et alors, soit on considère que c'est un enfer, et franchement, je peux comprendre, parce que c'est très fatigant, et ça crée des rides, des têtes de sommeil, et des engueulades, et des prises de tête et tout. Soit on considère que c'est un fait. Et du coup, bah, c'est comme ça. On ne peut pas savoir exactement comment ça va se passer, mais c'est précisément pour ça que c'est super intéressant. Vous voyez, donc il y a un peu deux manières de lire. Je suis pas certaine qu'il y en ait une qui soit super, enfin qui vaille sur l'autre, enfin, qui prime sur l'autre, mais c'est un peu voilà deux façons d'appréhender la matière, quoi. Donc bon, ça, je voulais vous raconter cette anecdote. Et après, ce que je voulais aussi vous dire, je dis, j'ai pas eu beaucoup de certitudes. Moi, il y a quand même deux points enfin, il y a deux certitudes que j'ai eues et que j'ai vraiment, je me suis un peu, enfin, j'étais pas la seule, mais en tout cas, je les ai vraiment défendues. Alors, au sein du COGOV, à la fin, là, vous savez, même enfin, je sais pas comment dire ça, mais on est tous quelque chose, quoi. Même si on est au COGOV en étant membre du COGOV, bah, en fait, on vient de plein de temps. On vient d'un milieu social, intellectuel, politique, professionnel.
on a vécu des choses, on a des représentations, etc. Et même si on essaie de tout mettre de côté, ce qui est impossible hein, d'ailleurs, c'était pareil pour vous, mais voilà, bah, il y a un moment où ça revient. Et le moment où ça s'est revenu, il y en a eu pas mal, mais le moment où ça s'est revenu, c'est quand vous avez commencé à produire la matière finale, quoi. Et là, c'était, mais attendez, est-ce qu'il ne faut pas faire venir des experts? Est-ce que les citoyens vont réussir? Est-ce que machin? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la production enfin, est-ce que ça va pas, enfin, est-ce qu'on est sûr que ça va être valable, quoi, vous voyez? Et alors ça, c'était trop drôle parce que on peut pas en vouloir aux gens d'avoir ces réflexes, mais c'était totalement hallucinant de se dire enfin, c'était le principe, quoi, de la convention. Le principe, c'est que c'était une production citoyenne. Et ça, je dois dire qu'on a eu des réunions un peu houleuses où il a fallu rien lâcher en disant ah non non c'est pas négociable, c'est comme ça, on verra bien, on prend le risque et en même temps on est sûr de rien nous, à part on a des, enfin moi j'avais des convictions mais pas grand chose de plus quoi. Et donc du coup pour ça c'était un des points sur lequel je voulais pas lâcher et je suis contente parce que même ceux qui étaient les plus inquiets, ils ont tous fini par dire et même publiquement qu'ils avaient eu tort de penser comme ça et qu'en fait ben, cet exercice, il est super balèze, mais il faut le prendre dans sa globalité, quoi. Je vous dis que j'avais que 2 points, mais j'en ai un troisième. Et je vais commencer par le troisième que j'avais oublié. Le deuxième point aussi, c'est la conviction que oui, on faisait plein d'erreurs, mais qu'il fallait aller au bout des décisions qu'on avait prises. Pas les pires, hein, vous voyez, mais qu'on avait choisi une méthode à un moment, que ce sera sans doute pas la méthode qui sera utilisée la fois d'après, mais que si en fait au fil de l'eau on change de méthode, et ben en fait on ne fait pas confiance à l'exercice qui doit être pris dans sa globalité. Et pour moi, l'exercice de la convention, il ne pouvait pas s'évaluer de manière intégrale avant que ce soit fini. Parce que ben, y a des choses qui se produisent plus tard. Par exemple, la régulation du groupe, c'est des trucs. Ça, c'est quelque chose qui intervient progressivement. Ou l'émergence des arguments. Alors ça, je vous raconte pas aussi les débats sans fin sur qu'est-ce qu'un argument, qu'est-ce qu'un argument. Bref, je vous épargne ça. Mais voilà. Donc ça, c'était aussi un truc où fallait aller au bout. Et oui, franchement, sans doute que c'était imparfait, mais vraiment sans doute. Mais il fallait éprouver l'exercice jusqu'à la fin pour voir ce qui marchait et ce qui marchait pas. Et troisième truc, et ça, je suis vraiment contente parce que c'était vraiment le truc pas facile. Euh, enfin, moi, je dis moi, mais je n'étais pas la seule, mais quelques-uns, on était vraiment très convaincus que le marqueur de cette convention, et pas quand on l'a commencé, mais au fil de l'eau, plus on avançait, plus on était convaincus que le marqueur de cette convention, la force de cette convention, ce qui fait que ça allait rester, et je parle que de la forme, hein, pas du fond, c'est la nuance. C'est la capacité du groupe à produire de la nuance. Et aussi bien parce que le sujet l'exige, je pense, mais aussi parce que dans le contexte, dans la société dans laquelle on se trouve, dans le contexte démocratique qu'on connaît, à l'époque qu'on a vécu au moment de la réforme des retraites et tout, rappelez-vous ça, le fait qu'un groupe de citoyens soit en capacité de produire une réponse nuancée sans faire fi d'une opinion majoritaire, enfin sans ignorer le fait qu'il y avait une opinion majoritaire, hein, mais montrer que la nuance, c'était possible et que c'était même souhaitable, ça, c'était quelque chose de très important. Et je finis là-dessus, parce qu'après, je pense qu'il y a des questions. Je vois, Nathalie, que tu as rajouté ton... Je finis là-dessus, mais et ça, c'était un truc, c'était pas facile, parce que certains avaient vraiment peur qu'à la fin, on soit incapable de dire quelle était la réponse de la Convention. Et nous, enfin, franchement, ça c'était un peu la bataille. Et moi, ma fierté, mais vraiment, je pense ma plus grande fierté, bon, j'en ai pas mal, mais celle-là, je suis trop contente, c'est quand Ouest France fait son édito et dit tour de force de cette convention, c'est d'avoir réussi à dégager une position majoritaire sans faire fi des nuances. Et pour moi, là, on avait tout réussi sur le plan de la forme. Bon, allez, j'arrête de parler. Merci Claire. Je propose qu'on passe la parole à nos collègues qui ont peut-être des questions déjà autour de la convention. Je regarde s'il y a des mains qui se lèvent.
Ouais, la vas-y, première question. Daniel. Je peux parler? Vas-y, Vas-y, vas-y. Daniel, c'est à Ah toi. oui, oui, merci Claire. Euh, Vous avez utilisé plusieurs fois le mot conviction. Alors, ce n'est pas une question, hein, c'est une remarque. Vous avez utilisé plusieurs fois le mot conviction. Eh bien, c'est votre conviction qui nous a donné confiance et qui nous a permis de faire ce qu'on a fait. Alors, merci. Marc-Olivier? J'enchaîne, merci aussi. Euh, Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a joué le même rôle que toi dans la Convention citoyenne sur le climat? Pas simplement pour présider peut-être un go-go, mais pour animer, comme tu l'as fait. Première question. Un commentaire, l'improvisation dont tu nous parles et que moi je n'avais pas perçu explique le fait qu'on ait eu quelques couacs, mais détruit pour moi tout soupçon de manipulation. Et comme je reparlerai peut-être pas, et pour plus tard, je me demandais, j'ai lu parfois les gens faire la différence entre démocratie participative et démocratie délibérative. Je ne sais pas si c'est une nuance importante et s'il faut retenir ça ou bien si on laisse ça de côté. Merci. Je réponds tout de suite ou? Ouais, vas-y, Claire, Vas-y, vas-y. vas-y. Bah, moi, alors je réponds sur délibératif, participatif, je sais pas bien, mais je suis pas sûre que ce soit tout à fait la même chose, parce que la démocratie délibérative, ça vaut aussi dans un contexte de démocratie représentative, quoi. C'est des espaces de délibération. Après, par contre, moi, je veux bien, si j'ai 2 secondes, qu'on revienne sur ce que c'est la participation citoyenne. Et à quelles conditions ça peut marcher, à quelles conditions ça peut pas marcher. Mais avant ça, je vais répondre à la première. Enfin, déjà, merci Daniel pour ce que tu as dit. Mais avant ça, je vais quand même répondre sur ce que tu disais, sa question, Marc-Olivier. Alors, je ne sais pas si ça explique les couacs. Je pense qu'il y a plein de choses qui expliquent les couacs, pas seulement ça. Mais en tout cas, ça explique le fait qu'on savait pas toujours, quoi. Et c'est plutôt, ça illustre plutôt ça. Et alors, est-ce que quelqu'un a joué mon rôle? Ben, alors, le COGOV de la Convention climat était coprésidé par Thierry Pech et Laurence Toubiana. Après, moi, j'étais pas là pour la Convention climat, donc je peux juste dire ce qu'on m'a dit. Mais je crois c'était très différent, en fait. Le contexte du COGOV n'était pas le même. Et ensuite, je crois pas qu'ils étaient présents. Enfin, ils étaient là, mais je crois pas qu'ils étaient présents. Je sais pas s'ils ont eu un rôle ils ont un peu incarné un truc. Je suis pas sûre que ce soit le rôle qu'ils aient pris. Mais ça, enfin, d'ailleurs, en fait, je suis même sûre que c'est pas le rôle qu'ils ont pris parce que ce que Jean-Pierre Cabrol, que vous connaissez, hein, qui était membre de la Convention climat, a dit en partant, il dit en fait la différence entre nos deux conventions, c'était sans doute ça. Une des grosses différences, c'était sans doute ça. Et donc, truc à garder pour la prochaine, enfin, il faudra choisir, quoi. Mais c'est pas du coup, ça se déroule pas de la même façon. Voilà. Donc, je crois que c'était un peu, ouais, c'était un peu différent. Ok. Sur le délibératif et le participatif, toi, tu peux revenir là-dessus. Tu vois une différence? Tu disais que tu envoyais une petite, mais parce que juste, et je te donne la parole, la différence qu'on peut trouver, c'est que souvent, quand c'est délibératif, finalement, on a une part active à la prise de décision. Ce qui n'a pas été le cas pour la Convention citoyenne, puisqu'on était dans du délibératif, on était dans l'éclairage. Et c'est souvent ce qu'on donne comme définition entre le participatif et le délibératif. Honnêtement, je ne sais pas répondre de manière catégorique, mais pour moi, vous avez aussi c'était aussi du délibératif dans le sens où vous avez délibéré entre vous quand même pour construire quelque chose. Moi, ça, je ne sais pas trop vous répondre, mais par contre, pour moi, un des trucs importants, c'est quoi la participation? Ça veut dire quoi? Et il me semble qu'il y a deux manières de la concevoir. Soit on considère que la participation, c'est de la consultation, auquel cas on consulte les gens, on les met dans une situation où ils vont, voilà, donner un avis. Et vous allez voir, c'est ténu, hein, parce que vous allez me dire où est-ce qu'on se trouve, nous. Mais oui, ils vont se trouver dans un endroit où ils vont donner leur avis, vont être consultés. Bah, je sais pas moi, une ville, il y a un projet de réaménagement, la mairie va consulter les habitants pour savoir, je sais pas s'il faut tel ou tel
enfin, telle ou telle couleur pour le mur, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. C'est de la consultation. Les conseils de jeunes, par exemple, c'est des espaces de consultation. Voilà, il y a tous ces trucs-là, ça c'est de la consultation. Et après, il y a une autre manière de concevoir la participation, c'est la co-construction. Et moi, mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais pour moi, vous étiez bien dans un exercice de co-construction de la décision. Même si, pour tout un tas de raisons qu'on connaît, le dernier mot ne revient pas à une assemblée de citoyens, comme il ne revient pas à une assemblée de parties prenantes, enfin voilà, il revient à d'autres, en l'occurrence. Moi, je suis convaincue, mais j'attends encore de connaître le contenu de ce projet de loi et puis même de m'assurer qu'il existe pour le dire de manière plus catégorique. Mais pour moi, s'il y a un projet de loi demain, c'est parce que cette convention, elle a été ce qu'elle a été. En gros, si ça s'était mal passé, si ça avait été, enfin, je sais pas, ça aurait pu être tout autre chose, je pense qu'il ne se passerait strictement rien sur le plan politique suite à ça. Et après, sur le fond, comme je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans ce texte, j'ai un peu du mal à le dire, mais pour moi, vous étiez bien dans une situation de co-construction, où on vous a donné les outils, et vous les êtes appropriés, etc. Et vous êtes rentré dans le truc, vous avez été complètement aspiré par le truc pour produire une réponse. Donc voilà, et donc en fait, pour moi, il y a un truc c'est soit l'un, soit l'autre. Mais l'écueil de la participation-consultation, et ça c'est Blondiot qui le dit, hein, c'est qu'en fait c'est toujours un peu les mêmes qui viennent, c'est toujours plutôt des CSP+, etc., etc. Et que du coup, ben, l'effet qui est censé être un effet d'intégration, ou je sais pas, de redonner confiance aux citoyens dans les institutions, ben, ça a souvent un effet qui est un peu contre-productif, parce que de fait, ça inclut les déjà très inclus, et ça n'inclut pas les autres, quoi. Voilà. Vous voudrez parler? Est-ce On que a je peux une prendre question la de parole? Françoise. Oui, vas-y, Françoise. Oui, enfin, moi j'ai plusieurs questions en fait, je vais essayer de m'imiter. Moi je trouve que oui, le parti pris que vous avez, enfin que tu as eu, est intéressant à plus d'un égard. Et c'est vrai que l'idée d'avoir un point de vue très nuancé, c'est très bien. Ça, on peut pas nier la chose. En revanche, il y a quand même un des effets, on va dire presque pervers, c'est que là, dans la polémique actuelle que nous avons avec certaines associations, il se trouve que comme nous sommes finalement peu à avoir telle nuance, bon, il y a un émiettement ici de l'opinion, majoritaire par ailleurs, donc c'est un équilibre ici assez difficile, enfin c'est quasiment dialectique. Par opposition, ceux qui sont dans l'opposition, bon, qui sont contre la généralisation, enfin l'élargissement de la loi Claes-Leonetti, etc., voilà, bah, se retrouvent majoritaires parce qu'eux, ils forment un groupe littéralement solide, constitué. Et là, on arrive quand même à des propos qui je trouve assez enfin, problématiques par rapport au fonctionnement de la démocratie. C'est qu'un groupe minoritaire, alors, puisque tu travailles, Claire, sur les minorités, devient finalement quelque part majoritaire parce qu'il peut dire, bah oui, là, mais on est le seul à avoir une position bon, solide. Et puis, finalement, quand on regarde, enfin, moi, les échanges que j'ai eus, enfin, que j'ai pas eu parce que j'ai pas répondu, enfin, les informations que j'ai eues, c'est bien que finalement, on arrive à se retrouver minoritaire par rapport à des groupes parce qu'on n'est pas constitué, oui, on est des petites unités qui s'additionnent les unes les autres. Donc, ça pose ici un vrai problème qui est également un problème, enfin, au niveau de la démocratie en général. Hein, on voit bien ici quand même les limites, disons, de l'exercice, qui sont quand même très inquiétantes dans la mesure où on a une parcellisation quand même des opinions et où finalement, à la fin du compte, si on allait jusqu'au bout, bah, on n'est jamais que le représentant de soi-même. Voilà. Donc, c'est ça qui, à mon avis, est un peu l'effet pervers. Je ne sais pas, il n'y a pas de solution, enfin, quelle solution on peut avoir. Donc, première chose. Et puis, deuxièmement, donc c'est cet émiettement finalement dans une position majoritaire, cet émiettement finalement de la majorité que je trouve quand même problématique. En rapide, Françoise, pour la deuxième. Hein. Voilà. Et puis deuxièmement, alors ça c'est un peu par rapport au fonctionnement même, moi j'avoue que j'ai trouvé que c'était quand même un peu invertébré et que ça manquait un peu de direction, qu'il fallait quand même reformaliser. Et il y a eu un manque pour moi au niveau des contenus. Moi j'attendais quand même un peu plus de culture au sens large du terme. Je trouve qu'on a trop centré sur les soins palliatifs, le côté médical, etc. Et puis le glossaire est arrivé vraiment tard, si bien que pendant très longtemps,
n'arrivait pas à définir exactement. On a eu des débats entre nous, hein, dans les différentes tables, etc. On n'arrivait pas très bien à définir quel était l'objet, c'est-à-dire la durée exacte de cette fin de vie, en évacuant quand même des mots qui étaient importants, comme les mots décisifs, les mots du tout commun, de la mort, etc., dont on a assez peu parlé, etc. Voilà. Bon, ça, Françoise, Merci Françoise. merci. On a une troisième question, comme ça on fait un tir groupé. On a une question de Christian dans le chat qui demande quelles étaient, enfin j'extrapole s'il y en avait, mais quelles étaient les feuilles de route des cabinets externes. J'imagine que Christian, tu parles des cabinets qui ont aidé à l'animation. Donc quelles étaient les feuilles de route des cabinets externes qui animaient les sessions? Donc quelle devait être la commande auprès de ces cabinets, j'imagine. J'y vais là, ouais, je réponds à ça. Alors Françoise, bon, ce que tu dis, en fait, je pense que ça sort un peu de la question de la convention en elle-même, hein, sur la question de l'émiettement Oui. des opinions, etc. Enfin, mais c'est pas. Alors ça, moi, je le dis vraiment, je vous répète ce qu'on m'a dit, c'est que effectivement, les partisans d'une aide active à mourir sont pas très bien organisés en général pour défendre leurs intérêts. En tout cas, pas de manière collective. Alors, je parle pas des citoyens, je parle plutôt des mouvements, des assos, etc. Mais du coup, ils ont créé quelque chose, hein. Il y a un collectif qui s'est créé autour de la DMD, justement, de la MGEN et d'autres, pour porter plus collectivement cette parole. Voilà. Après, moi, je reste quand même convaincue sur l'exercice lui-même que c'était intéressant de montrer que c'est pas si simple en fait. Enfin, vous l'avez vécu. C'est pas je suis pour ou je suis contre. Derrière, il y a tout un tas de trucs qui se posent, de questions qui se posent. Et c'est bien pour ça qu'on a fait une convention, quoi. Enfin, c'est bien pour que ces questions soient posées et que ça se réponde pas comme dans le cadre d'un sondage classique. Ce n'est pas du tout la même finalité. Donc, autant aller au bout de cette opportunité pour montrer que on est en capacité de produire une nuance et de se respecter. Moi, c'est ça que j'ajouterais. Enfin, c'est quand même ça qui a été remarquable dans vos échanges, hein, c'est que je suis à peu près sûre que vous êtes tous un peu saoulés les uns les autres à certains moments, mais vous êtes toujours énormément respectés. Et malgré des opinions très différentes. Et j'ai changé pas plus tard qu'hier avec un parlementaire là, qui me posait la question, il me dit mais comment ils ont fait en fait? Enfin, pourquoi? Comment c'est possible qu'ils se soient autant respectés jusqu'au bout? Et alors, ce sera sans doute plus à vous de répondre qu'à moi. Mais alors, je pense que le sujet aide. Et puis après, parce que vous avez vachement pris au sérieux la mission qui vous a été confiée, quoi. Et en tout cas, pour moi, vous avez tous été très attachés au fait que ça se passe bien. Et du coup, pour que ça se passe bien, ben voilà, il fallait être hyper respectueux et puis aussi très humble. Enfin, il y a des sujets où on peut pas. C'est quand même très différent que du climat pour ça. Il y a des sujets où on peut pas dire, bah t'as tort et j'ai raison. Par contre, vous avez un climato-sceptique en face de vous, c'est quand même beaucoup plus facile de répondre ce genre de choses, quoi. Donc voilà, il y a sans doute ça qui explique le fait que ça se soit bien passé. Après, sur le reste, bon, on en a déjà parlé 20 fois, je suis pas sûre que ce soit l'autocritique de l'organisation de la convention, donc je veux pas m'épiloguer, mais on pourra en rediscuter si tu veux. Et alors, sur les cabinets de conseil, là, bah oui, ils ont une feuille de route. Alors après, c'est une feuille de route qui s'est aussi affinée avec le temps, hein, ou précisée ou ajustée, mais ils étaient là pour organiser les sessions. Alors, nous, on fixait des lignes, des directives, c'est-à-dire qu'on voulait arriver à on voulait en arriver là à tel moment. On voulait, je sais pas, alors ça commence à dater un peu, donc j'essaie de vous trouver un exemple concret, mais par exemple que la délibération soit posée à partir de janvier. Et donc du coup, bah, c'était à eux de nous proposer une mise en œuvre à partir des grandes orientations un peu politiques qu'on donnait, mais en sachant quand même qu'il n'y avait pas juste eux et nous. Il y avait un maillon entre les deux qui était très important. Enfin, d'ailleurs, c'était même pas un maillon parce que tout ça a été très fluide, hein, mais l'existence de la direction de la participation citoyenne du CESE, c'est aussi une différence notable avec la Convention climat. C'est-à-dire qu'en permanence, il y avait quelqu'un ou une équipe qui était là pour affiner les consignes qui étaient données au collectif d'animation par rapport aux décisions que le comité de gouvernance pouvait prendre et par rapport à ce que les citoyens pouvaient demander. Et donc, du coup, c'était en permanence, quoi. Il y avait un échange permanent sur ce qu'il fallait faire, pas faire, et donc des réajustements quasiment quotidiens. Enfin, franchement,
sans exagérer. Je pense que pendant 4 mois, on s'est parlé quasiment tous les jours, sauf à Noël, quoi. On a 2 questions d'Agnès et Jean. On vous invite toujours à aller droit au but pour donner plus de temps à Claire pour la réponse. Agnès? Mince, on t'entend pas. Je donne la parole à Jean et si tu nous l'écris dans le chat, Agnès, on la lira. Jean, vas-y. Je voulais demander à Claire, Claire, à ton sens, quelle est quelle est la valeur de la parole citoyenne quand on la confronte, pardon, quand on la confronte à tout ce qui se dit et à tout ce qui se fait, et en particulier au niveau politique, au niveau des décisions politiques, où tout porte à croire que finalement, on est en train de prendre son temps. Et si je te pose la question, c'est parce que je suis amené à suivre mois par mois l'ensemble des réactions de la presse sur le problème de la fin de vie. Et donc, quelle est la la valeur de la parole citoyenne? Et est-ce que Agnès, tu peux nous poser ta question? Est-ce que là, vous m'entendez? Ouais. Ok. Donc, salut, Claire. Moi, je voulais juste Très, dire très que... loin, Agnès. On t'entend, mais pas beaucoup. Ouais. Ah, c'est mieux. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai retenu vraiment de la convention plein de choses, mais notamment celle-ci, c'est qu'il faut faire confiance au groupe. Ça, c'est sans. Là, j'ai très bien compris. Là, c'est très, très clair. Quand on ne sait pas, quand on hésite, on fait confiance au groupe. Voilà. La question que je voulais te poser, c'était, on ne peut pas faire des conventions, tous les 2 mois. Donc, finalement, c'est sur quel type ouais, ah, ça va te fatiguer, tu vas mourir. C'est sur quel type de thème, quels critères un peu, on va pas dire, bah, ça serait tel thème, enfin, tel type de loi, tel type de loi, mais ça serait quoi un peu les thèmes majeurs sur lesquels il faudrait aller pour proposer des conventions? Voilà, est-ce que tu y as réfléchi? Nous, on y a tous réfléchi un peu, j'imagine. Voilà, est-ce que tu as des éléments de réponse là-dessus? On part là-dessus? À toi. Ok, alors Jean, écoute, pour moi, la valeur de la parole citoyenne, enfin, si tu me demandes mon avis à moi, il y a aucun doute sur le fait que elle est hyper importante. Après, en fait, le problème, c'est le contexte politique dans lequel on se trouve. C'est quand même ça le sujet. C'est pas la parole citoyenne en tant que telle, c'est l'exercice du pouvoir. Et donc, du coup, ce qui vaut pour vous, pour nous, vaut pour tout le reste. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, les décisions, la façon dont les décisions sont prises en ce moment, ça concerne pas que la convention et la fin de vie. Enfin, c'est pour ça. Donc, moi, ça me rend dingue, hein, après, c'est rediffusé. Bon, ça, je sais pas si c'est bien que je le dise comme ça, mais en tout cas, ça me rend dingue qu'il n'y ait pas de réponse plus claire qui soit apportée. Je trouve que c'est quand même vraiment problématique, quelle qu'elle soit. Je trouve qu'à un moment, il faut apporter une réponse. Voilà. Après, si la réponse, elle arrive en février, je vais vous dire, en fait, ça va, finalement. Enfin, il y a eu quelques mois de retard, c'est pas dramatique. Mais il faut pas que ça traîne, quoi. Parce que, après, pour moi, qu'il y ait un temps long à l'Assemblée nationale, c'est pas le problème. C'est un autre moment. En gros, il y a le moment de la convention, mais je vais même le dire autrement. Il y a le moment du débat national. Il y a eu un débat national sur la fin de vie, avec plein de contributions. Tout le monde a fait son travail, dans les temps. C'est-à-dire que la convention a fait ce qu'elle avait à faire, le comité d'éthique a fait ce qu'il avait à faire, la ministre a fait ce qu'elle avait à faire en animant des groupes de travail, etc. Une proposition a été construite pour des raisons qui sont des raisons qui, à mon avis, sont bonnes. Il a fallu un peu de temps parce qu'il fallait vérifier des choses dans le texte pour s'assurer que c'était conforme à la réalité. Et donc, il vaut mieux qu'un texte qui sorte soit... Enfin, vous voyez, il vaut mieux qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui soit écrit dedans. Donc, pour toute saison, il n'y a pas de problème. Si jamais c'est ça, et qu'en février, il y a un projet de loi qui est déposé en Conseil des ministres, et qu'après, il se passe 18 mois à l'Assemblée parce que c'est le temps du travail parlementaire, bah, je vais vous dire, il y a pas de débat. Enfin, ouais, pour moi, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas frustrant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas long, ça ne veut pas dire que c'est pas... Voilà.
Si c'est ça, ok. Mais par contre, si ça traîne, si ça traîne, si ça traîne, parce qu'il y a quelqu'un qui a du mal à trancher, là, je trouve que ça commence à devenir très problématique. Voilà. Et donc, du coup, mais je pense que ça dépasse le cadre de cette convention. Et c'est pour ça que, voilà, j'espère que ça va se passer comme la ministre l'a dit, enfin, comme les ministres nous l'ont dit jeudi matin. Mais j'attends. Enfin, on attend tous, quoi. Donc voilà. Après, par contre, que le projet de loi soit pas absolument conforme à ce que vous avez produit, bah, ça a toujours été le deal. Enfin, et qu'après le texte qui sera voté à l'Assemblée soit pas conforme à 100% à ce qu'il y a dans le projet de loi, bah, c'est normal, en fait. Enfin, vous voyez, il y a un travail d'amélioration, je sais pas, d'évolution, amélioration, c'est peut-être trop amélioratif, mais en tout cas, il y a un travail de construction et de co-construction, et c'est bien un travail de co-construction qui est en cours. Mais pour que ça arrive, il faut qu'il y ait quelque chose. Et c'est là où on a besoin du débouché politique. Et là, le débouché politique attendu, c'est bien ce projet de loi. C'est la prochaine étape. Donc voilà, après, encore une fois, si c'est déposé en février, ça aura pris 5 mois, 6 mois de retard. Ce qui est beaucoup, hein. Je ne dis pas que c'est pas beaucoup. Mais ça avance. Mais voilà, ça, c'est quand même l'enjeu. Et pour répondre à ta question, Agnès, oui, alors je suis d'accord qu'on ne peut pas faire des conventions tous les 2 mois. Et je pense qu'il ne faut pas trop les démonétiser, en fait, d'ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas que ça soit. Enfin, j'ai trouvé ça super de vivre ça avec vous et tout, mais je ne sais pas s'il faut faire des conventions nationales. Après, dans les territoires, c'est différent, ça se discute. Voilà, que l'outil soit utilisé plus régulièrement dans les entreprises, dans les territoires, etc., c'est quelque chose qui se réfléchit. Mais des conventions comme ça d'envergure nationale avec toute la logistique, la médiatisation qui va avec, je ne sais pas s'il faut en faire toutes les 10 minutes. Enfin, je sais qu'il ne faut pas en faire toutes les 10 minutes. Et pour moi, je dirais qu'il y a 2 types de sujets. Mais non, je dirais qu'il y a surtout un type de sujet qui marche. C'est que c'est les sujets sur lesquels on n'arrive pas à prendre de décision dans les espaces de représentation traditionnelle classique. La fin de vie, c'est typiquement le cas. Là, moi, je viens d'écrire une note là sur la production, enfin, sur une convention citoyenne sur le consentement à l'impôt, par exemple. Je pense que ce serait un truc intéressant parce que c'est dur et que c'est vachement, c'est un objet politique permanent, l'impôt, pour tout un tas de raisons, et que ça, c'est intéressant de faire un pas de côté et de demander à des gens tirés au sort de travailler sur un sujet qu'on n'arrive pas à traiter dans les espaces de représentation classiques. Donc, je dirais ça. Voilà. Est-ce qu'il aurait fallu, j'anticipe un peu la question d'après, est-ce qu'il aurait fallu une convention citoyenne sur l'immigration? Ben, sans doute. Quand on voit comment c'est en train de se passer, sans doute. Est-ce que ça aurait été facile pour les citoyens? Sans doute pas. Je pense que ça aurait été très difficile parce que, il y aurait sans doute une pression très forte. Mais est-ce que ça aurait été intéressant? Sans doute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous, on en a quelques-unes de Dominique. Ouais, vas-y, Dominique. Oui, en fait, c'est pour faire suite au sujet de l'immigration. En fait, je pense qu'il y a un point qui est vraiment très, très important. C'est le fait qu'on soit tiré au sort et qu'on puisse refuser. Et là, ça change beaucoup de choses parce que c'est un biais euh, qui fait que ceux qui acceptent, bah, en général, sont motivés. C'est ce qui explique qu'on ait terminé la convention à 184. On peut également, sur des sujets très clivants, avoir des gens bah, très, très, très impliqués. Donc, je pense que sur certains sujets, le biais du tirage au sort, qui n'est pas comme le tirage au sort pour les jurés d'assises, eh bien, ça rend compliqué l'exercice. Enfin, voilà. Mais je me lance dans des questions. Déjà, tu nous parlais des conditions de la démocratie participative. D'après toi, comment est-ce qu'on peut faire mieux fonctionner ça? Euh,
J'ai Jean-Michel qui me demande. Alors, j'ai pas vu la main levée. Jean-Michel, vas-y. Désolé, Merci Martial. Vous m'entendez? c'est pas affiché. Vas-y, vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ouais. Martial, merci. Oui, Claire, tu nous expliquais lors de la convention une évidence, hein, c'est qu'on serait critiqué autant sur la forme que sur le fond. Moi, j'ai été pas mal médiatisé, comme certains. En mai-juin, j'ai eu pas mal de sollicitations. On m'a attaqué sur la forme particulièrement. Et je voulais juste que tu nous reprécises, enfin, si tu le pouvais, ce que, par exemple, les gens se focalisant évidemment sur le tirage au sort. Hein. Ces conventions ne sont pas démocratiques. Enfin, j'ai entendu plein d'inepties comme ça. Et récemment, je crois que c'est sur la 5, sur C'est ce soir, l'émission politique, une sénatrice qui a dit à la télé, il y a eu 2000 tirés au sort, 2000 appelés, a-t-elle dit, appelés au téléphone, et les 185 ont été choisis, ce qui m'a choqué. Après coup, je me suis dit, est-ce qu'elle parlait des catégories, évidemment, pour représenter le panel? Est-ce que tu peux clarifier un petit peu ça, s'il te plaît? Après, je Oui, complète avec la question sur. Tu évoquais des conditions pour faire fonctionner la démocratie participative. Et qui peut-être d'ailleurs s'appuie sur le tirage au sort. attends, c'est quoi ta question, Martial? C'est quelles sont les conditions selon moi? Oui, tu évoquais notamment qu'il y a des conditions pour faire fonctionner la démocratie participative. Donc, si tu voulais D'accord. développer un peu là-dessus. Ouais, d'accord. Alors, donc Jean-Michel, je te réponds mes deux têtes, hein, parce que franchement, j'ai su tous ces chiffres parfaitement, mais il y a un an, quoi. En gros, le tirage au sort. Donc, évidemment, vous n'avez pas été choisi, désolé, ça a été tiré au sort. C'est vraiment le pur hasard que vous soyez là. Un pur hasard critérisé, hein, voilà, évidemment. Mais en gros, on a dit on en veut tant de citoyens, donc 170. On a eu un tableau à partir de critères que vous connaissez, je ne vous les redis pas, mais qui sont des critères basiques. Il n'y a aucun critère qui a été ajouté, pas de critères excluants. Parce que c'est ce qui aurait pu être le cas. Mais on a dit non. Donc à partir de ça, on nous a dit, bon ben voilà, en France, il y a tant d'hommes, tant % d'hommes, tant % de femmes, tant % de moins de 25 ans, 35 machin, etc. Tant d'habitants ici et là, tant de CSP, tant de niveau de diplôme. Et du coup, bah, une fois qu'on fait tout ça, pour 170 personnes, il nous faut ça. Il nous faut tant d'hommes, tant de femmes, tant de CSP, machin, tant de trucs, voilà. Et là, bah, c'est bon courage quand même, parce que c'est pas si évident pour tout un tas de raisons. Donc après, comment ça se passe? Donc il y a l'ARCOM qui délivre les 6 premiers numéros de téléphone, 6 premiers chiffres du numéro de téléphone des gens. Donc 06, 12, 24, admettons. Et après, il y a une sorte d'intelligence artificielle ou enfin, une machine qui aléatoirement génère les 4 chiffres suivants. Ça va de 00, 00 à 99, 99 et c'est généré aléatoirement. Une fois qu'on fait ça, un huissier ferme les 100 000 numéros qui ont été générés. Ça donne 100 000 numéros. C'est fermé. Et c'est cette boîte de numéros qui est contactée, appelée pour réussir à atteindre les 170 personnes. 185 en l'occurrence, mais en tout cas les environ 200 personnes pour faire plus simple. Et à partir de là, il y a des appels qui sont faits. Voilà, tout le temps. Et il y a plein d'appels, on tombe sur des numéros qui n'existent pas, puisque vous avez des trucs qui sont générés aléatoirement. Ensuite, on exclut normalement les numéros professionnels, parce que l'objectif, c'est bien de parler à une personne qui est rattachée à un numéro de téléphone. Et après, une fois que c'est fait, je ne sais pas comment c'est passé pour vous, d'ailleurs, ce serait intéressant que vous le racontiez un jour, mais voilà, enfin, soit les gens disent au revoir, merci, soit les gens sont intéressés, et puis après, s'ils sont intéressés, on peut être intéressé une fois, mais sans aller plus loin. Donc après, il y a aussi un travail de confirmation, quoi, ce qui passe par la fameuse confirmation que vous avez dû formuler vous-même. Et après, il y en a qui sont intéressés, motivés, qui confirment, mais ils sont surreprésentés par rapport au nombre de personnes dont on a besoin selon les catégories. Par exemple, c'était très facile d'avoir un homme francilien cadre. C'est très facile.
Par contre, bah, c'était plus compliqué d'avoir des ouvriers parce que c'est difficile de négocier avec son employeur, plus que quand on est cadre, pour libérer le vendredi. C'était plus difficile d'avoir des femmes euh, entre 30 et 40, enfin 30-40 ans, parce que les charges de famille sont ce qu'elles sont. Et je dis, enfin, c'est la société française, quoi. Enfin voilà, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Enfin voilà, il y a tout un tas de... Ça, c'était plus difficile. De façon assez surprenante, c'était plus difficile d'avoir des plus de 65 ans, alors qu'on pensait que ça allait être très facile, parce que bah, c'est plutôt les profils disponibles, quoi. Mais je pense que le sujet a dû en refroidir quelques-uns. Et ce qui est très compliqué, et ça c'est un critère qui est sans doute un critère qu'il faut revoir, hein, c'est que finalement il y a une part importante de Français qui ne sont pas du tout diplômés, mais cette part importante de Français pas du tout diplômés correspond des gens qui sont très âgés aujourd'hui, parce que c'était autre chose à l'époque. Et sauf que ces gens très âgés, ben, ils n'ont pas forcément... alors déjà, après, ça marche plus quand on regarde le nombre de personnes très âgées dont on a besoin au regard du reste. Et puis en plus, ils ont, ils ont pas forcément l'énergie, la santé, tout ça pour passer... tout le monde n'est pas Henri, quoi. Donc passer 9 week-ends, voilà. Et donc du coup, et ça a rendu l'exercice plus compliqué. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, si vous regardez votre composition finale, ça ne correspond pas parfaitement à la mini-France qui était souhaitée. Et c'est pour cette raison qu'on n'a jamais dit que vous étiez représentatif de la population française. On a dit que vous étiez représentatif de sa diversité, ce qui est vrai. Mais par contre, vous n'avez pas été choisi. Il y a une nuance à ça, c'est quand même, il y a 8 personnes qui ont été, parce que notre préoccupation, c'était quand même d'avoir des personnes issues de la grande précarité. On trouvait ça scandaleux de ne pas les intégrer, et ça, c'est un choix qu'on a fait, un choix politique, j'ai envie de vous dire, qu'on assume et que j'assume, enfin, que j'assumerai jusqu'au bout. Et on a essayé de passer par le tirage au sort classique pour le faire. On n'y est pas parvenu. Et donc, 3 semaines avant le début de la convention, enfin, ou avant, oui, je crois, enfin, en tout cas assez tard, on a décidé de faire appel à des associations pour nous aider à identifier 8 personnes. Mais ça, vous le savez, enfin, on ne s'est jamais caché de ça. Voilà. Et donc, par rapport à la question que tu posais, Martial, je ne sais pas si le tirage au sort est toujours la bonne solution. Moi, je pense qu'il faut surtout du temps. Je pense que ça, c'est... Peut-être que le tirage au sort, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut beaucoup de temps, ça c'est clair. Il faut que la commande, elle soit claire et qu'il y ait quand même un truc à la fin, qu'il y ait un début et une fin, quoi, et que ça se matérialise par quelque chose. Les trucs qui sont sur du temps long, infini, je ne sais pas si ça marche vraiment. Mais encore, je suis un peu catégorique, je ne suis pas sûre de moi, hein, mais je te dis un peu spontanément comment je vois les choses. Et par contre, je pense qu'il faut être très clair sur le fait que tu ne peux pas demander à des gens de travailler sur un truc et leur dire ben merci, c'était cool, au revoir et à bientôt, quoi. Enfin, ça ne veut pas être de la consultation. Et moi, ça me rend toujours un peu sceptique, les espaces, notamment chez les jeunes, puisqu'on parlait des jeunes au départ, les conseils de jeunes. Je dis pas que c'est mal, mais cette espèce de, enfin, en tout cas, cette espèce de sentiment de faire de la démocratie participative, parce qu'on donne la parole aux jeunes une fois par mois dans un endroit qui leur est réservé sur les sujets de jeunes, etc., et qu'après, derrière, il ne se passe rien, j'ai toujours un peu du mal à voir le débouché politique, quoi. Donc, et je ne dis pas que l'engagement des jeunes est différent de celui des seniors, mais ça, c'est une autre discussion. Mais en l'occurrence, il y a assez rarement des conseils municipaux de seniors. Par contre, il y a souvent, très souvent, des conseils municipaux de jeunes, et c'est intéressant, ça permet de comprendre le fonctionnement des institutions, etc. Mais moi, je reste une défenseuse du fait de partager le pouvoir, quoi. Et que j'ai toujours trouvé ça plus intéressant, les associations de jeunes dirigées par des jeunes, par exemple, parce que c'est très effectif, en fait, ce qui se passe. Et on est en responsabilité et on n'a pas trop d'autre choix que de construire la décision parce que c'est à nous que la décision est confiée. Je vais vite parce que je vois l'heure qui passe et il y a Henri qui voulait parler, mais... Absolument, on va probablement finir sur ta question, Henri. Oui, pendant la convention, moi je trouvais très très intéressant le fonctionnement de notre assemblée, de voir se dégager des personnalités qui émergent, qui ont plus de dons de la parole, qui ont plus de compétences techniques. Alors, et je me posais la question, les personnes qui parlent moins ou qui ne parlent pas, est-ce que les organisateurs, est-ce qu'ils sont conscients de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Voilà.
Oui. Est-ce qu'on est... Ah, pardon, j'y vais ou pas maintenant? Ouais. Oui, Ok. oui. Oui, alors on était absolument conscient de ça, et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup insisté pour qu'il y ait toujours les moments de sas, enfin, voilà, qu'on puisse avoir des discussions qui ne soient pas toujours des discussions de fond, quoi, enfin, qu'il y ait quand même des moments où chacun puisse s'exprimer. Et c'était aussi le sens des- du travail en petits groupes, en fait. Parce que c'est quand même sans doute moins intimidant de s'exprimer à 10 que de s'exprimer à 184 dans un hémicycle. Mais après, bon, je ne sais pas si je suis pas catégorique, mais franchement, pour avoir quand même passé pas mal de temps à animer les discussions collectives où vous étiez tous là dans l'hémicycle, euh, évidemment, il y en a certains qui prenaient systématiquement la parole, plusieurs fois, mais j'ai quand même enfin, moi, je pense que j'ai entendu quasiment tout le monde, quoi. Enfin, donc, alors pas forcément dans ces espaces-là, mais j'ai l'impression que ça a quand même plus le temps passé et plus la parole circulait. Après, bon, vous avez pas vécu, enfin, on n'a pas vécu l'histoire du même endroit, donc peut-être que c'est pas ce que vous avez vécu et ressenti, mais en tout cas, oui, c'était une préoccupation. Nathalie, si je te laisse la conclusion. Ouais, merci. Écoutez, il est 21h30, donc je propose qu'on s'arrête là. On te remercie beaucoup, Claire, et je pense que peut-être on pourra te réinviter pour parler de l'engagement des jeunes, des vieux et de ton bouquin, parce que je pense que ça pourrait faire une suite assez logique aux échanges qu'on a eus là, et on te remercie encore beaucoup. Et je passe un message que j'avais de la part de Stan, qui n'a pas pu être là, qui te salue. Voilà, je devais faire ça ce J'ai échangé soir. avec lui, ouais, sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Eh ben, Ok. merci à vous, c'est toujours un plaisir de voir, ça passe toujours à une vitesse incroyable, mais voilà, bah, j'espère que vous allez bien quand même par ailleurs. Et j'ai hâte qu'on puisse organiser cette fameuse journée de redevabilité pour, voilà, pour avoir un peu de temps en marge pour pouvoir discuter, échanger. Enfin, c'est vrai que bon, ça passe super vite, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire ça vite, mais on attend le projet de loi, je vous l'ai déjà dit, on attend le projet de loi pour qu'on puisse parler de quelque chose, enfin, non pas qu'on ait rien à dire, mais vous voyez, que ce soit qu'on saisisse l'opportunité pour pouvoir réagir là-dessus. Ok, bah, merci beaucoup. Et puis je laisse Merci. la parole aux collègues. Merci Merci beaucoup. Claire, merci. Allez, bonne soirée. À À bientôt. bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao, bonne Bonne soirée. soirée. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Bye Merci. bye, Ciao. merci. Ciao. Merci et passez tous de bonnes fêtes de fin d'année. Bonsoir, au Bonne revoir. fête. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.